Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau vlog en direct de cet éclairage bizarre de fin de journée. Je suis un peu désolée, mais c'est le mieux que je peux faire pour le moment. On se lance une semaine avec un éclairage douteux encore, mais on arrive dans l'automne, donc il va falloir s'y habituer. Où j'en suis en ce moment, j'ai hésité encore une fois pour ma lecture audio de ce matin parce qu'exceptionnellement, nous sommes lundi et absolument j'ai congé, mais là, j'avais à passer au boulot. Donc, j'avais des déplacements à faire et je me suis dit, pourquoi pas, je pourrais peut-être aborder une histoire qui semble passer beaucoup sur BookTube en Europe, donc parce que c'est une histoire de littérature japonaise qui vient d'être traduite en français. J'oublie complètement le nom de l'auteur et le nom du roman. Je sais que ça se passe dans une petite librairie, une femme qui a eu des déboires personnels et qui va se ramasser à habiter en haut d'une librairie à l'invitation de son oncle, je crois, et ça va changer sa vie. Donc, je vais vous mettre la petite vignette ici. J'ai commencé les audios, malheureusement, on dirait que c'était un petit peu trop tranche de vie. Je sais pas trop, on dirait que ça le faisait pas pour moi, donc je me suis rabattue sur un classique, donc la fameuse série des Loveday and Rider de Faith Martin. Donc, je suis rendue au tome 5, je crois, ou 4, je suis pas sûre, mais c'est A Fatal Secret. Et je vais vous mettre aussi la petite vignette de la version française parce qu'ils ont tous été traduits jusqu'à maintenant. On va retrouver notre fameuse WPC Loveday. Cette fameuse Trudy qui est dans la police, qui est en apprentissage, qui se fait pas mal barouetter par ses collègues masculins. On est quand même dans les années 50, mais c'est pas super accepté. Et le fameux Clement Ryder, qui est un coroner qui a tendance, un ancien médecin, donc a tendance à vraiment vouloir souvent réouvrir des cas dont il n'est pas trop satisfait du verdict et qui combat aussi au niveau personnel une maladie. Voilà, où on en est. Ça commence alors qu'un jeune garçon de 11 ans disparaît la journée, en fait le dimanche de Pâques. Et il va y avoir des recherches qui vont se passer. Malheureusement, ils vont retrouver le petit garçon décédé. Puis là, c'est un divulgation, mais ça se passe dans les premières pages. Donc, de toute façon, c'est ça la prémisse. Et il va y avoir enquête, ça va passer devant Clement Ryder. Et la famille, étrangement, va dire, ben nous, on n'est pas sûr que c'est vraiment un accident, la mort de notre enfant. C'est pas un enfant qui avait tendance à dépasser les limites ou à pas écouter. Donc, il aimerait ça que ce soit rouvert comme enquête et par, par personne importante interposée, le docteur Clement Ryder est invité à revisiter le cas et il va inviter évidemment le fameux WPC Loveday parce que c'est toujours dans le même poste de police que le cas est affecté. Puis, le chef du poste de police sous-estime énormément WPC Loveday et a tendance à dire oui, je vais vous la donner pour aider Monsieur Coroner Ryder. Au plus grand plaisir à la fois de Clement Ryder et de Trudy Loveday. Donc voilà où on en est. Alors jusqu'à maintenant, ça me plaît très bien. Ça va avec ma journée où j'ai vécu quelque chose de réconfortant, entre guillemets, dans le sens où c'est affreux, c'est une histoire de meurtre, mais je vais dire les personnages, la plume, ça s'écoute en tout cas très bien, ça se lit très bien. Et je suis bien contente d'avoir commencé avec ça. Sinon, je me suis permis d'aller faire un petit peu de vagabondage dans les librairies aussi cet après-midi. Je suis passée à la librairie Renaissance, mais j'ai rien trouvé. Mais en même temps, je suis passée il n'y a pas longtemps, donc c'est sûr que faut vraiment mieux que j'espace mes visites à cet endroit-là parce qu'il y a du renouveau, mais peut-être pas tant que ça. Puis je suis passée en librairie, puis j'ai pas pu résister à quelques nouveautés qui viennent tout juste de sortir et j'ai décidé de en faire l'acquisition. Donc, je suis complètement dans la littérature québécoise, je pense, oui. Alors, tout d'abord, en littérature, en poésie ado, ce tout nouveau opus chez La Courte Échelle de Sarah Bertrand-Savard, donc qui est Je n'aurai plus jamais peur des migrations. Et ce qui m'a attirée, j'imagine que vous devez vous en douter, mais c'est que c'est de la poésie collage. Ça, c'est quelque chose que j'aime énormément comme proposition. Et c'est sûr que les recueils de La Courte Échelle, des fois, j'ai beaucoup d'attentes, puis des fois, c'est un peu inégal. Sarah Bertrand-Savard, elle avait fait aussi ce recueil-là que j'avais entamé, mais on dirait c'était trop dur pour moi comme sujet, donc je sais pas trop où ça va m'amener, mais j'avais bien confiance. Et
puis, ben, il y a Sophie qui a aimé ça, donc pourquoi pas. Mais c'est aussi parce que c'est de la poésie, je vais le tester, puis bon, pourquoi pas. Alors, celui-ci, j'ai quand même oublié la 4e de couverture, au cas. Alors, c'est parti. L'amitié peut-elle survivre à un déménagement? Cette question habite une adolescente lorsqu'elle quitte son village natal pour la Côte-Nord et que la distance entre elle et son amie de toujours devient de plus en plus grande. Je n'aurai plus jamais peur d'immigration par de l'amour qui unit les êtres et de la place qu'ils occupent en nous, même quand la séparation est inévitable. Donc, ça a l'air très touchant. J'avais le goût. Ensuite, encore une fois, un classique, dans le fond, aux éditions Héritage, dans la collection unique, une collection que j'adore. Un autre roman en vers libre, finalement, en vers libre et en même temps avec une mise en page éclatée. C'est La couleur de ma différence de Mac-Noël Alexis. Voilà. Et ben, pour ceux qui ne savaient pas trop à quoi ça ressemble, bon, c'est pas un bon exemple. C'est en vers libre, mais habituellement, ouais, il y a comme une adaptation de la mise en page qui est là. On regarde des émotions qui sont transmises. C'est habituellement des faits vécus, des tranches de vie d'ados, d'auteurs rendus grands ou de gens qui ne sont pas nécessairement des auteurs, mais qu'on approche pour justement partager cette tranche de vie d'ado-là par rapport à une problématique qu'ils ont rencontrée. Alors pour celui-ci, c'est « J'en ai assez d'être un pion noir sur un jeu d'échecs. La vie m'impose des défis que d'autres n'ont pas. Quand on me pointe du doigt, je ne comprends pas pourquoi. » Alors, de ce que je comprends, ça va potentiellement aborder le racisme. Donc, j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'avais même pas vu passer, en fait. C'est juste par hasard que j'ai vu qu'il y avait un nouveau opuscule. Puis ça, je les achète puis je les lis systématiquement. Donc, pourquoi pas. Et enfin, je décide de me laisser tenter par le dernier. Christine Beaulieu, celle qui a fait la pièce J'aime Hydro, qui est devenue plein de dérivés. Elle a sorti Les Semons de la métisse. Donc, cette fois-ci, c'est Christine Beaulieu, illustrée par Caroline Lavergne. Et c'est aux éditions de La Bagnole. Donc, c'est comme un peu sous forme de carnet. Il y a des moments illustrés avec des données. Puis, il y a des moments de narration, je crois, qui font un peu penser, qui sont, je crois, donc, on l'appelle la partie un peu pièce de théâtre. Et puis, ce bandeau. J'ai quand même voulu la 4e. Après J'aime Hydro, Christine Beaulieu signe un nouveau texte de théâtre documentaire. Cette fois sur les saumons de la rivière Métis. Avec la complicité de l'illustratrice Caroline Lavergne, elle convie les lecteurs de tous âges à se mettre dans la peau des saumons pour découvrir leur impressionnant parcours et imaginer leur réalité transformée par l'humain. Un texte percutant mariant science, histoire et poésie pour ne jamais oublier la beauté et la fragilité de la nature. Ça me tente vraiment, j'ai super hâte. Je l'avais vu passer puis j'étais pas trop sûre c'était quand ça date de sortie, puis finalement c'était là, donc j'en ai profité. Alors voilà, un petit saut dans la littérature québécoise aujourd'hui. On y va avec ceci. Et voilà, et c'est comme ça qu'on va démarrer le vlog. Et je vais vous reparler dès que je peux, idéalement une luminosité un petit peu plus inspirante que ce que j'ai là, et en espérant que ma petite mine va changer un peu. Donc, je file pas trop aujourd'hui, je sais pas trop, là, un rhume ou quelque chose qui couvre. Donc, j'espère que ça sera passé bien vite. Alors, sur ce, on va mettre en branle le tout et en se disant, allez, on se lance! Les univers fantasy peuvent être parfois très denses. Ici, vu que c'est court et qu'on n'a pas non plus des descriptions incroyables, c'est une manière d'appréhender la fantasy avec une nouvelle en fait, mais une nouvelle qui est vraiment passionnante, fascinante et voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça engendre aussi quelques petites réflexions, etc. sur la nature humaine, les dégâts que font les humains, etc. Bref, c'était vraiment génial. Hey alors, coucou! Nous sommes le mercredi 27 septembre et je vous prends rapidement pour vous faire un petit retour sur ma lecture que j'ai commencée au début de la semaine, c'est-à-dire le tome 4 de la série Loveday and Rider de Faith Martin, A Fatal Secret.
j'aime beaucoup mieux Le secret de Briar's Hall en français. Écoutez, j'ai terminé ça. J'avais commencé en livre audio, je l'ai lu pendant mes déplacements. Puis hier, j'avais vraiment envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer. J'étais rendue à la moitié, il me restait un petit peu plus que la moitié. Pardon. J'étais rendue à la moitié, il me restait peut-être 4h30. Puis là, je me suis dit, je vais essayer de le trouver en livre numérique pour pouvoir le lire au lit, mais je ne le trouvais pas en livre numérique en emprunt. Fait que là, je me suis dit, je vais l'écouter en livre audio pour voir. Puis finalement, je me suis couchée un peu tard. Donc, j'ai réussi non seulement à retrouver l'espèce de sensation de thriller, justement, de soif de savoir qu'est-ce qui va se passer, que j'ai déjà eu jadis quand je lisais des grosses briques, que j'étais ado, que j'avais pas d'autre chose à faire dans la vie que... Mais pas d'autres, j'avais d'autres soucis, là, mais que j'avais l'impression, bref, j'avais la disponibilité mentale pour me plonger dans les lectures sans arrêt. Et c'est ce genre de choses-là que je faisais, je lisais tard, puis j'étais vraiment pris par l'histoire. Là, j'ai réussi à faire ça, mais en plus, en format audio, ça m'a super surpris. Parce que le format audio, j'aime bien ça en déplacement. Quand je suis assise, ça va. Des fois, si je suis au lit et que je suis en position couchée, c'est sûr que même si c'est intéressant, c'est quand même un petit... ça finit par, je sais pas, créer un espace où on est comme bien, mais des fois, ça peut m'arriver que je tombe endormie pendant que j'écoute le livre audio. Ça, c'est un peu désolant parce que je sais pas trop où je suis rendue après. Mais c'est pas ça qui est arrivé hier. Je l'ai vraiment commencé et fini en audio. Puis j'ai écouté 4h30 de livre audio hier dans ma soirée jusqu'à ce que la lune soit rendue très haute dans le ciel étoilé. Alors, écoutez, avec mon visage, vous devez sans doute vous en douter, je crois, à date, c'est un de mes tomes préférés. En fait, je pense que c'est mon tome préféré de la série. C'est, je crois, un coup de cœur. C'est surprenant pour un tome de série comme ça, mais j'ai adoré ce tome-là. On part, bien entendu, je ne pourrais pas vous en parler beaucoup, c'est un tome 4, mais on part d'une disparition d'un enfant qui semble, le jour de Pâques, qui semble potentiellement banal, mais comme on le sait, il n'y a rien de banal dans la disparition d'un enfant. On finit par réaliser que finalement, c'est peut-être plus la mort d'un enfant qu'on va avoir à gérer. Et comme je disais, le Dr. Ryder et WPC Loveday vont être dépêchés par la famille de l'endroit où ça s'est passé pour essayer de s'assurer que l'enquête a été faite correctement parce que c'est comme si il y avait l'impression que peut-être que c'était pas exactement une mort accidentelle. Donc, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais c'est sûr que notre duo improbable va évidemment aller à la rencontre de tous les gens qui se sont impliqués là. On a vraiment ici une famille bien nantie, une seconde famille, donc l'ancienne maîtresse du manoir de Briar's Hall qui habite également sur le terrain, des gens qui travaillent pour le manoir de Briar's Hall, donc jardiniers, etc. Et ce que le duo va découvrir, c'est surtout ce qui n'est pas dit, évidemment, les secrets à tous les niveaux, que les gens gardent pour eux autres pour diverses raisons. Il va y avoir une importante mise en lumière, puis c'est peut-être ça qui m'a énormément séduite dans ce tome-là, des réalités de l'époque. Donc, on va aborder certains tabous sociaux majeurs, tabous qui, à cette époque-là, j'en parlerai pas trop parce que sinon je ne vais pas vous divulgacher, mais tabous qui même pouvaient être qui étaient considérés comme illégaux, à cette époque-là. Donc, c'est quand même quelque chose qui était majeur à gérer, disons, dans sa vie personnelle. Les conséquences pouvaient être terribles si jamais c'était découvert. On a également tout le côté c'est encore un peu là, mais le côté les riches tirent parfois les ficelles pour essayer de camoufler des situations qui techniquement devraient éclater au grand jour. On a aussi, on va également aussi aborder, c'est le post-guerre, on est dans les 50, donc c'est sûr que oui, vous allez me dire, la guerre 39-45, c'est terminé en 45, mais en Angleterre, ça c'est pas terminé en 45 dans le sens où par après, il y avait quand même du rationnement. Il y avait tous les jeunes, les hommes qui revenaient de la guerre, qui étaient certains blessés physiquement, la plupart blessés mentalement. Il y avait des chocs post-traumatiques, à l'époque, c'était pas trop connu non plus. Donc, il y a tout ça, puis c'est particulier, c'est quand même mis en lumière là-dedans, c'est tricoté à l'intérieur. Donc, au niveau de cette série-là, au fur et à mesure des tomes, on a commencé par
certains événements sociaux qui étaient plus liés à la place des femmes dans la société. On a plus suivi ça dans les premiers tomes. Et là, c'est le fun parce qu'on élargit vraiment. Il y a même l'arrivée de la télévision, donc comme là, la famille de Trudy Loveday, donc WPC Loveday, va enfin avoir une licence pour écouter la télévision puis avoir un poste de télé à la maison. Donc, c'est intéressant parce qu'on a comme toute cette dimension-là aussi que les gens vont s'ouvrir un peu sur le monde. Et en parallèle de ça, ce qui est super intéressant, c'est que les personnages principaux, Dr. Clement Ryder et Trudy Loveday, vont vraiment évoluer. Donc, c'est pour ça que cette série-là, c'est vraiment important de la lire dans l'ordre, je pense. C'est sûr que chaque enquête est complète, mais les personnages évoluent tellement. Puis dans celui-là, particulièrement, il va y avoir des gros questionnements par rapport à... Trudy Loveday va avoir des gros questionnements par rapport à sa carrière, à sa perception de sa carrière, alors qu'elle a 20 ans et est encore en probation. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement être une policière? Qu'est-ce que ça implique être une policière dans la société? Oui, en tant que femme, mais aussi juste le métier de policier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est oui, faire respecter la loi, mais est-ce qu'en faisant respecter la loi, des fois, on va avoir à poser des gestes qui sont en regard, qui sont à l'envers, en fait, de nos convictions, mais que c'est nécessaire qu'on fasse parce qu'on doit faire respecter la loi. Donc, elle est vraiment dans une espèce de carrefour de prise de conscience. Ses parents sont pas trop non plus en mode soutien. Elle a eu de la reconnaissance dans les derniers temps, j'en parlais pas trop. Puis oui, les parents ont l'air fiers, mais sont surtout inquiets pour leur fille parce que, bon, à cette époque-là, c'était pas super courant non plus, des femmes policiers. Puis le fait qu'elle pourrait se faire blesser, qu'elle pourrait être impliquée dans justement des arrestations qui sont violentes ou qui pourrait même se faire à la limite violer ou des choses comme ça. Même si elle est formée pour être policière, elle n'est pas à l'abri de ça. Donc, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Les valeurs familiales, donc elle habite encore chez ses parents, Trudy Loveday, puis elle se dit comme, ben, je suis indépendante, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je voulais faire. Mais en même temps, elle se dit, oui, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire dans le sens où est-ce que je suis consciente de ce que ça va impliquer? Et en même temps, elle a appris des choses sur le Dr. Clement Ryder. Comme je vous disais, Dr. Clement Ryder a une maladie, mais il la cache à tout le monde. Et là, à partir du tome 4, même du tome 3, Trudy Loveday a la certitude que, en fait, découvre des choses par rapport à Dr. Clement Ryder et se demande si c'est vrai ou pas. Donc, elle a comme un hint que potentiellement, il serait malade, qu'il aurait le Parkinson. Et elle n'ose pas trop l'aborder parce qu'elle comprend toutes les implications que ça peut avoir parce que c'est un coroner. Donc, c'est sûr que si c'est le Parkinson, il pourrait être considéré comme unfit je sais pas, moi, donc, voyons comment on peut dire ça. Pas en état physique de siéger, en fait, comme coroner. Donc, elle se ramasse avec ça. Dans sa solitude aussi, il y a aussi ça qui la confronte parce que c'est pas quelqu'un qui est habitué à mentir, c'est pas quelqu'un qui est habitué à contourner les lois. Mais là, elle a comme appris ça un peu, mais elle se dit que ça va avoir un impact sur son collègue puis qu'elle apprécie beaucoup. Puis en même temps, elle n'est même pas sûre que c'est pas juste des allégations puis que c'est vrai ou pas. Donc, c'est vraiment un tome de questionnement, celui-là. Puis, c'est super intéressant, c'est humain, c'est crédible, nous-mêmes, on se pose des questions, puis on ne s'ouvre pas nécessairement la réponse, c'est-à-dire que ce que j'ai trouvé là-dedans, c'est qu'on voit vraiment que, oui, ça pourrait paraître manichéen, le bien et le mal, mais dans le fond, même dans la police, même dans le courant des enquêtes de coroner, il y a des fois où, malheureusement, en regard du fait qu'il peut y avoir de l'interventionnisme, il y a des fois où il faut qu'on cesse quelque chose, ou si on n'a pas assez de preuves tangibles, on est obligé de cesser une enquête alors qu'on a une conviction profonde que certaines choses se sont vraiment passées, mais que visiblement, on ne pourra pas aller jusqu'au bout. C'est vraiment intéressant, ça va vraiment au-delà de l'apparence bienveillante, c'est pas un cozy mystery, mais de la situation. Donc, sincèrement, cette série-là, elle a l'air de rien, et même peu disponible finalement. Puis Faith Martin, l'autrice, a fait d'autres séries qui peut-être m'auraient moins interpellée. Ça me donnait l'impression que c'était comme plus comme fait justement à la chaîne, puis un petit peu moins travaillé. Mais celle-là, c'est vraiment intéressant. Comme oui, on est un peu dans les clichés de l'époque, mais en même temps, on pousse la réflexion plus loin. Donc, j'ai vraiment adoré ma lecture. Bon, je vais arrêter d'en parler. Je suis en mode enthousiasme. Puis là, évidemment, je savais pas trop quoi faire. J'avais plein d'idées de lecture prochaine pour ma prochaine lecture audio. Puis là, j'ai décidé de me lancer dans une recommandation du Café et des livres qui vient tout juste de terminer le tome 1 d'une série dont j'ai le premier tome également à la maison en langue originale. C'est-à-dire, dans le fond, c'est une série de Alison Monclair. Puis le premier tome s'appelle The Right Sort of Man. Puis en français, c'est Le Bureau du mariage idéal. Bon, c'est
vraiment des petites poches. En gros, c'est les enquêtes de Sparks et Bainbridge. Donc, c'est un duo, dans le fond, qui, je voulais, je pense, la quatrième de couverture de la version en français parce que, je veux juste voir, je sais pas si on en dit trop, blablabla. Bla, bla. Bon. Donc, c'est ça. Je voulais la quatrième de couverture pour que vous puissiez avoir une idée de quoi ça parle. Alors que Londres se remet lentement de la Seconde Guerre mondiale, deux femmes que tout oppose s'associent pour monter une société au cœur du quartier de Mayfair, le bureau du mariage idéal. L'impulsive Miss Iris Sparks à l'esprit vif et Mrs. Gwendolyn Bainbridge, veuve pragmatique et mère d'un jeune garçon, sont résolues à s'imposer dans un monde qui change à toute vitesse. Mais les débuts prometteurs de leur agence matrimoniale sont menacés quand leur nouvelle cliente, Tilly Lassalle, est retrouvée morte et que l'homme arrêté pour le meurtre se trouve avec le mari potentiel qu'elle lui avait trouvé. La police est convaincue de tenir le coupable, mais Miss Sparks et Mrs. Bainbridge ne sont pas du même avis. Afin de laver le nom du suspect et rétablir la fragile réputation de leur agence, Sparks et Bainbridge décident de mener leur propre enquête. Elles ne savent pas encore qu'elles vont mettre leur vie en danger. Donc, je pense que ça en dit quand même un peu, mais bon, en fait, c'est pas grave. Vous voyez un peu le topo. C'est drôle parce que quand j'ai lu la quatrième, ça faisait un peu penser, en fait, à la prémisse, c'est pas du tout ça après, mais des Dale Detectives, donc avec Samson et Delilah. Delilah qui a une agence matrimoniale qui va finir par, en effet, dès le premier tome, se retrouver avec potentiellement une des personnes qu'elle propose à son agence matrimoniale qui va être potentiellement impliquée dans un meurtre. Donc, on est peut-être un petit peu la même base. Mais ça me donnait vraiment bien envie du Café des livres. On a vraiment dit quelques petits mots dessus, puis ça avait l'air excellent. Donc, encore une fois, je pense que c'est peut-être une série qui est peu connue, mais qui gagnerait peut-être à être connue. Comme j'ai lu dans ma pile à lire, je me suis dit pourquoi pas, puis je l'ai trouvé en livre audio. Donc, en fait, je l'ai acquis en livre audio parce que je m'étais dit, c'est bon, je vais lire ça. Alors voilà, c'est ce que je vais lire dans le restant de la semaine en lecture audio. Puis de toute façon, je vais vous reprendre pour vous jaser un peu plus si jamais je fais d'autres découvertes littéraires. Fait que je vous dis à tout bientôt! Nous revoici pour ce petit coucou du vendredi, comme d'habitude. Alors, je vous parle de ma lecture que je viens tout juste de terminer. Et mon Dieu, j'avais pas du tout l'impression que ça allait mener à cette appréciation-là de ma part. Donc, je viens de terminer The Right Sort of Man d'Alison Moncler. En fait, ça fait partie de c'est le premier tome de la série des... comment ils appellent ça? Sparks and Bainbridge Mysteries. Donc, en français, pour rappel, c'était le bureau du mariage idéal. Et là, tout d'abord, je dois vous dire que, comme je vous disais, j'avais lu ce livre-là en recommandation, en fait, parce que j'ai vu que Du Café et des livres le lisait et avait dit que c'était finalement quelque chose qu'elle avait vraiment beaucoup aimé, alors qu'elle ne savait pas trop pourquoi elle n'avait pas lu ça avant. Ça faisait un petit peu ce même feeling-là. Je l'avais dans ma pile à lire. J'étais très subjective par rapport à ça, mais j'aimais pas trop comme la couverture. Ça faisait un petit peu cucu. La traduction en français, le bureau du mariage idéal, on dirait que j'étais comme, ça a l'air un petit peu léger. Puis quand j'ai commencé, je dois vous dire que dès le départ, je me suis attachée aux personnages principaux, donc Iris Sparks, puis Gwendolyn Bainbridge, qui partent après la Deuxième Guerre mondiale, leur petite agence matrimoniale. J'ai bien aimé les personnages dès le départ, puis ça s'est lancé un petit peu dans l'histoire. On va rapidement tomber dans justement le fameux mystère dont on parle dans, je vous avais parlé un peu plus tôt là, de la quatrième de couverture. Donc,
une des clientes de l'agence qui, malheureusement, va être retrouvée morte. Et on va soupçonner, en fait, la police va arrêter le suspect numéro 1 était une des personnes que l'agence avait recommandé à cette femme-là. Donc, autant pour potentiellement sauver la vie d'un homme innocent, potentiellement à leurs yeux, que la réputation de leur agence, les deux femmes vont se lancer un peu dans l'enquête pour essayer de trouver le vrai meurtrier ou la vraie meurtrière de la fameuse femme. Donc, ça s'enlignait quand même bien. On était quand même beaucoup dans les archétypes pour les personnages secondaires, dans pas les clichés, mais les formules connues pour un roman, pas whodunit, mais un petit peu roman d'enquête, un peu cozy mystery d'après-guerre. On était par contre à Londres, donc ça c'est quand même différent, c'est pas vraiment cozy, on n'est pas dans la campagne. Mais, donc au départ, je me disais, bah, est-ce que ça réinvente vraiment la roue? Puis là, finalement, évidemment, la plume, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la plume finalement d'Alison Montclair qui m'a un peu surprise parce que elle est quand même, on dirait que la plume est consciente qu'elle utilise des archétypes, qu'elle utilise des rouages qui sont connus. Et c'est comme s'il y a un petit peu, il y a beaucoup d'humour, puis il y a beaucoup d'autodérision. On dirait qu'elle est comme autoconsciente, qu'elle joue là-dessus. Donc, elle dit au lecteur, ben, je vous donne un peu ce que vous voulez, mais en même temps, on dirait qu'à tout le long du livre, elle nous dit, mais est-ce que c'est vraiment juste ça qui se cache sous la surface? Et ce que j'ai beaucoup aimé, bon, j'ai aimé l'enquête en tant que telle. J'ai trouvé que dans le milieu, il y avait une petite lenteur. On était beaucoup dans le convenu. Puis, même s'il y avait de l'humour de la plume, on dirait que j'avais pas l'impression que ça allait aller au-delà du convenu dans l'enquête. Donc, j'étais un peu déçue parce que j'en attendais comme un peu plus. On dirait que les petits indices, les petites invitations au lecteur d'essayer de voir au-delà pendant tout le long de l'intrigue étaient là. Puis, on dirait que je me disais, ben qu'est-ce qui va? Et finalement, le dernier tiers a complètement renversé ma perception du livre. J'ai vraiment adoré ma lecture. Bon, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré. Donc, je ne pourrais pas vous en dire plus parce qu'évidemment, dans le dernier tiers, on va avoir la résolution. J'étais complètement en dehors pour l'intrigue, mais c'est peut-être pas tant pour l'intrigue parce que peu de temps avant la fin, on commence déjà à savoir qu'est-ce qui se passe. C'est plus que ce qui va se passer à partir du dernier tiers, c'est que les personnages principaux vont vraiment se déployer. On comprend dès le départ que Iris Sparks a un passé, qu'on sent qu'elle était potentiellement dans les services secrets pendant la Deuxième Guerre mondiale. On apprend aussi le passé de Gwen Bainbridge, qui est une jeune femme qui a un garçon de 6 ans qui habite chez ses beaux-parents. Son mari est mort à la guerre, puis elle est vraiment comme harcelée par ses beaux-parents. Ils ont même repris la garde de son enfant parce que quand son mari est mort, elle a perdu pied complètement au niveau de sa santé mentale. Puis à l'époque, pour les femmes, c'était sanatorium, puis c'était suffisamment pour que les grands-parents reprennent la garde de son propre enfant. Alors, cette héroïne-là, en fait, elle habite chez ses beaux-parents avec son enfant, mais dont elle n'est pas la mère légale. Donc, c'est vraiment une façon particulière. Et là, plus ça va aller, puis plus on va voir les personnages, premièrement, tranquillement développer leur lien de plus en plus entre elles deux, parce qu'elles se sont un petit peu rencontrées par hasard au mariage de quelqu'un et ont décidé de lancer leur affaire d'agence matrimoniale comme ça. Puis, dans le fond, plus elles vont apprendre à se connaître, à se faire confiance, bien évidemment, le lecteur va être un peu plus mis dans la confidence pour certaines dimensions du passé, des choses qu'on avait l'impression qu'on savait de quoi on parlait, autant pour les deux personnages, puis que finalement, c'est beaucoup plus nuancé et c'est beaucoup plus intéressant. Et il y a des personnages principaux, mais secondaires importants qui vont se développer aussi dans le dernier tiers, les relations, entre autres, un ami de Madame Sparks, qui s'appelle Sally, qui va se dévoiler être quelqu'un potentiellement de très important dans la situation, puis très près d'une des personnages. D'autres personnages rencontrés lors des enquêtes avec qui Gwen va se lier potentiellement. Donc, vraiment, là, ça prend de la profondeur à partir du moment où on arrive dans le dernier tiers. Puis, j'ai vraiment adoré ça. Assez que là, étant donné que la mise en place est faite, en fond, c'est un tomer, fait que c'est sûr que il fallait quand même que je m'attende à ce qu'il y ait une mise en place des personnages puis du contexte. Assez que là, je vais avoir envie de lire les autres. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est une lecture très plaisante, c'est une lecture post-Seconde Guerre mondiale. C'est intéressant parce que ça met vraiment l'accent sur
l'impact de la Seconde Guerre mondiale sur l'Angleterre après, c'est-à-dire que le rationnement, même quand on revient après ça, il y a encore du rationnement parce que le pays ne s'est pas encore relevé. Qu'est-ce que le rationnement peut faire, autant pour les riches que pour les gens qui sont moins nantis? Le lien entre ça et la criminalité, des fois, on a toujours le choix, vous allez me dire, dans la vie, mais des fois, c'est comme si le choix s'imposait un petit peu plus à nous dans les situations parce qu'on est en mode survie. La place des femmes dans la société, la faillibilité, en fait, de tout le monde, peu importe à quel niveau, qu'on soit dans l'aristocratie, qu'on soit dans les services secrets potentiellement, qu'on soit dans le monde de la criminalité, ça reste des humains, c'est pas des gens en 2 dimensions, ils ont tous, c'est pas noir ou blanc, c'est toujours plusieurs dimensions en même temps. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça, ça m'a surpris à quel point c'était vraiment bien développé, mais sachez qu'il faut s'accrocher pour le premier 2 tiers parce que c'est une mise en contexte, puis l'autrice a comme essaie de voir que le lecteur, ben c'est comme si elle veut. On dirait qu'elle prend son temps à juste être sûre de nous faire confiance pour nous amener un petit peu ailleurs, en dehors du convenu, même si elle lâche pas quand même le contexte un peu plus convenu. Donc, allez-y. Moi, j'ai lu en langue originale, j'ai lu en livre audio. J'ai beaucoup aimé le livre audio. La narratrice était vraiment intéressante. Mais par contre, je l'ai terminé finalement en papier parce que j'avais envie de le finir puis il m'en restait pas tant que ça. Donc, ça va. Je sais pas de quoi a l'air la traduction. Là. Je sais que j'ai fait sur recommandation du Café des livres qui, elle, l'a visiblement lu en français, Le Bureau du mariage idéal. J'imagine que ça peut aller. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça se peut. Il y a quand même un petit peu de jeu de mots. L'autrice joue quand même un peu avec des jeux de mots anglophones, comme par exemple, l'agence patrimoniale s'appelle The Right Sort, parce qu'en anglais, on dit The Right Sort of Man, donc l'homme idéal. Mais en français, je ne sais pas comment ils ont traduit le nom du bureau, parce que The Right Sort, ça peut dire plusieurs choses aussi. Ça peut vouloir dire que vous êtes la bonne personne, peu importe. Donc, je ne sais pas si dans la version traduite, il y a également des moments comme ça où les jeux de mots sont traduits pour un équivalent qui peut peut-être justement ajouter un petit côté plus archétypal, un petit côté plus cliché, tout ça, juste parce que la traduction essaie de justement trouver quelque chose qui est équivalent. Donc, si jamais vous avez l'opportunité de lire en anglais, ça peut être chouette. Sachez par contre qu'il y a quand même des gens qui viennent de différentes parties de Londres, puis ça s'est traduit par une écriture qui est un peu plus, pas phonétique, là, mais qui fait référence justement à des accents particuliers de certaines parties de Londres. Donc, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile à lire en anglais pour ça. Par contre, ce que je pense, c'est qu'ils ont dû mettre de l'argot français en traduction. Donc, je sais pas. Bref, faites votre choix. Les deux existent, mais je vous dirais, le niveau n'est pas si élevé en anglais si on fait fi là, du fait qu'il y a comme un peu de l'argot, un accent un peu de différentes parties de Londres. Peut-être que ça vaut la peine de le laisser en anglais quand même parce que j'ai l'impression que justement cette nuance-là, puisque j'ai vraiment aimé qui était comme à plusieurs couches, j'ai l'impression que c'est peut-être plus présent dans la version originale que dans la version traduite, mais n'hésitez pas à me dire si jamais j'ai tort, puis que vous, dans la version traduite, vous avez vraiment trouvé qu'il y avait ça aussi, ou toute autre opinion sur le livre, bien sûr, je suis ouverte à tout. Alors voilà, c'était mon petit retour. Je vais devoir quitter bientôt pour le boulot, mais je voulais vous en parler. Puis bien sûr, je suis encore, une fois, là, c'est mon 2e livre audio de la semaine, parce que j'ai lu le premier assez rapidement. Puis là, il me reste seulement exceptionnellement aujourd'hui comme journée de travail, donc juste 2 cours déplacement. Puis là, je ne sais pas trop si j'en prends un autre, puis j'ai pas beaucoup de temps pour décider, donc je vais vous dire ce que je fais finalement. Est-ce que j'ai juste essayé plusieurs débuts de livre audio, puis finalement, j'en choisirai pas aucun, ou je vais me lancer dans un livre audio en particulier. Bref, je vais vous revenir là-dessus comme d'habitude. À plus tard! Eh bien, bonjour. Alors, je vous reprends rapidement. En direct, encore une fois, de la studio mobile. Parce que j'ai finalement fait un choix pour ma lecture audio. J'ai, comme prévu, essayé plein de lectures audio et je me suis arrêtée finalement sur une suite de séries. Je me suis décidée à lire le tome 2 de la série de l'enquêteur Bollorène de Victor Guibert. Victor Guibert, oui. Donc, c'est Terra Nullius. Donc, c'est le tome qui suit Douve. Et dans ce cas-ci, c'est quand même mieux de lire les tomes dans l'ordre. Les enquêtes sont complètes, mais il y a vraiment une évolution des personnages. Et puis, pour vous donner une petite idée de ce qui se passe là-dedans, je vais ouvrir la 4e parce que je pense pas qu'il y ait vraiment de divulgation. Non, je pense pas. Alors, voici pour la 4e. Hugo Bollorène a perdu la bille. Celle qui l'accompagne dans ses enquêtes et qui fait ding pour le mettre sur la bonne piste. Alors, il erre dans le commissariat, neurasthénique, aux grandes dames de Lulu, la stagiaire. Même ses carrés de chocolat échouent à leur 1 mètre d'aplomb. Il est temps de changer d'air. Justement, le commissaire Grosset a obtenu pour la mère d'Hugo un rendez-vous dans la clinique lilloise d'un spécialiste de la maladie d'Alzheimer. La veille du départ, Bollorène apprend qu'un garçon d'une 10aine d'années
Jim Cal, vient de se faire agresser dans une immense décharge publique coincée à la frontière franco-belge et jouxtant un étonnant camp de laissés pour compte. L'instinct d'Hugo lui murmure d'aller jeter un œil à cette intrigante Terra Nullius, un territoire sans maître, sans se douter que l'attend là-bas l'affaire criminelle la plus sordide de sa carrière. Sordide. Oh! Mais je suis bien contente de retrouver la plume de Victor Guibert. Je l'écoute en audio. Je viens juste de commencer, je ne dois pas être rendu très loin. Ouais, j'ai peut-être lu une quarantaine de pages environ. C'est ça. Jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. J'aime vraiment beaucoup, comme je disais, le narrateur est super intéressant. Puis, je me suis dit, pourquoi pas. C'est drôle, ça va être juste des policiers là, que je vais lire cette semaine, mais j'avais envie de ça. Puis, je pense que je vais être capable. C'est quand même une bonne, peut-être pas une brique, mais c'est un bon nombre de pages. Bon, 345 pages. Donc, je peux sans doute terminer ça avant la fin du vlog. Mais voilà, je voulais juste vous dire qu'est-ce que j'avais choisi comme lecture. Je me suis laissée porter et voilà, je suis allée avec mon cœur. Là, j'ai eu un petit peu peur parce que sordide. Habituellement, Victor Guibert, ça fait qu'il y a un moment, il me semble que c'est dans ceux-là, mais je suis en train de le confondre. J'en ai tellement lu finalement récemment. Grâce à une triple L de mag, entre autres, pour les polars nordiques, mais celui-là pour Victor Guibert aussi parce qu'elle en faisait beaucoup la promotion. Ça me sort un peu de ma zone de confort. Je pense que dans celui-là, dans mon souvenir, dans le dos, il y avait une grande partie, surtout vers la fin, où c'était super, un gros suspense, c'était haletant, puis c'était vraiment prenant, là, assez qu'il fallait que je dépose le livre par moment parce que j'avais de la misère à gérer ma respiration. Donc, je sais pas si c'est comme ça pour ça, mais ça semble vraiment remuant. Ça semble aborder des thématiques, justement, de bidonville, puis c'est quand même France, à la limite de la Belgique. Donc, c'est pas situé justement dans un endroit où malheureusement on est au courant qu'il y a déjà beaucoup de bidonvilles. On est vraiment situé dans des pays développés où il y a des bidonvilles. Et là, ça touche toutes sortes de dimensions, justement, les sans-papiers et tout. Donc, c'est ce que je comprends. Je sens que ça va me bouleverser, mais jusqu'à maintenant, je suis bien contente de retrouver le fameux Bollorène, inspecteur Bollorène qui nous parle de tout ça. Et jusqu'à maintenant, il semble avoir justement rencontré une complice de soutien qui est un petit peu atypique. Son boss, trouvant qu'il allait pas très bien, l'a référé pour aller voir une de ses collègues qui est paléontologiste plutôt que d'aller lui voir faire une psy parce qu'il est un petit peu réfractaire. Puis ça semble être une relation qui va bien se développer. Donc, je vous en reparle de toute façon. Allez, à tout de suite. Eh bien, le bonsoir, oui. J'ai été obligée de dire ça même si on est samedi en fin de journée. Mais clairement, l'automne arrive, on est quand même rendu fin septembre, donc c'est la vie. Et la luminosité descend, donc encore une fois, faut se réhabituer à cet éclairage un peu douteux, mais bon, on va faire avec. Alors, je vous reviens pour vous faire un petit suivi de lecture en cours. Donc, comme vous savez, je suis en pleine lecture audio, mais quand même de Terra Nullius. Oups, c'est mon beau... je suis toute excitée. C'est mon beau signet de bibliothécaire, de carte d'emprunt. Donc, excusez-moi, en pleine lecture de Terra Nullius de Victor Guibert. Celui-ci est publié chez Hugo Trailer. Je l'ai en lecture audio. Et pour rappel, comme je vous disais, c'est le deuxième dans la série de l'inspecteur Hugo Bollorène. Et le plus récent qui est sorti, c'est Brouillard, mais je ne l'ai pas encore lu. Et ça vaut vraiment la peine de lire dans l'ordre parce que là, même où je suis rendue dans le tome 2, je crois qu'on fait référence potentiellement à Brouillard indirectement, éventuellement. Brouillard, ça se passe en Amérique, donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas vous en dire plus sur l'histoire parce que bien entendu que ça se développe, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'adore ma lecture. Je me souvenais plus dans Douve, mais peut-être que je vous ai dit la même chose puis j'ai juste pas la mémoire de vous l'avoir dit, mais... C'est la plume de Victor Guibert qui est vraiment intéressante. Puis le personnage d'Hugo Bollorène, donc l'inspecteur Bollorène, est tellement attachant. C'est vraiment un peu comme un inspecteur Adamsberg de Fred Vargas, mais qui parlerait avec les mots de Benjamin Malocène de Daniel Pénac. C'est pour vous dire. Par contre, on est vraiment dans l'univers du policier, mais c'est quand même des choses, comme les choses se mettent en place, c'est super intéressant. Le personnage principal, l'inspecteur, c'est un inspecteur complètement
hors norme, qui a une bille, entre guillemets, qui lui roule dans la tête, c'est comme ça qu'il décrit en fait son processus de déduction et tout. Adam Sberg a quelque chose qui est un peu équivalent, là, c'est pas une bille, mais c'est quand il y a des espèces de flashs, là, il se perd un petit peu dans une espèce de brouillard, puis à un moment donné, il finit par trouver qu'est-ce qui se passe, puis c'est un peu le même principe pour ce personnage-là, mais c'est tellement bien écrit, c'est excellent, puis il y a des petits bijoux de description, autant qui sont évocateurs, puis en même temps un peu humoristiques, qui nous font sourire. Juste pour ça, c'est parfait. Après ça, pour le moment, l'intrigue va bien. Je suis rendue, comme je vous ai montré, dans le fond, il me reste cette section-ci à lire, donc j'ai dépassé la moitié. Là, ce qui est un peu particulier, c'est que ça donne l'impression qu'on sait un peu qui est impliqué dans quoi, mais là, comme on n'est pas beaucoup dépassé la moitié, j'imagine que encore une fois, ce seront des potentiellement fausses pistes ou en tout cas que les choses vont se complexifier. Puis on n'a pas encore eu le bout un peu de thriller où le personnage principal va potentiellement être impliqué dans quelque chose qui va être haletant. Donc en même temps, si jamais c'est pas là, c'est correct. Ça va. Mais on verra bien. Fait que je vais vous en reparler, mais je voulais juste quand même vous dire où j'en étais dans ma lecture en cours. Et puis sinon, je suis passée à la bibliothèque aujourd'hui, mais hier avant de partir, j'avais eu la belle surprise d'avoir les 2 tomes de la série Space Boys, les tomes 9 et 10, qui sont arrivés pour moi. J'ai demandé en réservation. Puis, c'est de Stephen McCraney et c'est en français, c'est publié en français chez Achilleos. Space Boys, vous savez, c'est une série que je suis depuis longtemps et je tiens à vous rappeler pour ceux qui ne connaissent pas la série qu'il ne faut pas se fier sur le côté, la prémisse un peu ado-collège avec des petits visuels un petit peu légers comme ça qu'on pourrait penser que c'est des histoires d'école secondaire ou de cégep, parce que bien sûr, pour rappel, on va suivre la personnage principale, puis à chaque fois j'oublie le nom de la fameuse jeune fille, Amy, qui est une jeune fille qui a grandi sur une colonie de la Terre. Donc, on est à une époque où la Terre a des colonies en dehors de la planète Terre, mais dans le même système solaire. Et que, dans le fond, dans le tome 1, c'est que son père va malheureusement perdre son emploi sur la colonie et ils vont être obligés de revenir sur Terre parce qu'il s'est trouvé un emploi sur Terre. Pour arriver sur Terre, ça va prendre un certain temps en année pour réussir à être correct pour le trajet. Amy va être comme endormie, bien pas cryogénisée, là, mais un peu là, le principe de comme mis en dormance. Et elle va arriver sur Terre et elle va arriver à un moment où elle doit aller au secondaire. Ouais, c'est ça, secondaire, 16 ans. Et elle n'a jamais vécu sur Terre, donc elle n'a pas nécessairement de repères par rapport à l'histoire-là. La technologie est rendue ailleurs pour elle. Elle se ramasse très seule parce que ses amis qu'elle avait encore sur la colonie, eux, il me semble que c'est 30 ans qui ont passé, donc elle n'est plus du tout à la même place dans sa vie par rapport à ses amis. Puis, ça part vraiment comme une idée de je commence le secondaire, je connais pas. J'arrive au secondaire alors que tout le monde est déjà là depuis un moment, je me sens un petit peu. J'ai pas de repères et tout. Puis en plus, cette fille-là, Amy, elle a une particularité, c'est qu'elle peut percevoir la saveur des gens. Pour elle, les gens ont une saveur. Et voilà. Donc ça, c'est la prémisse. Mais je m'excuse, je vais juste tasser le livre parce que mon chat, pour pas qu'il y ait trop dessus, c'est pas à moi. Et donc, elle a cette perception-là. Et les choses vont commencer dans le premier tome parce que elle va se faire des amis et elle va essayer de s'adapter à tout ce qui se passe. Puis, comme toutes les bonnes histoires qui se passent au secondaire, elle va comprendre qu'il y a des gens avec qui on est supposé se tenir parce que c'est cool, mais c'est peut-être pas super intéressant de le faire. Donc, bref. Et elle va également trouver un élève, en fait, avec qui elle va à l'école, mais qu'elle ne voit pas trop souvent, qui s'appelle Oliver. Puis, ce qui va l'intriguer avec Oliver, c'est qu'elle ne perçoit pas sa saveur. Alors qu'elle perçoit la saveur de tout le monde, donc elle ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est la prémisse dans le premier tome, puis ça va graduellement se dérouler, se déployer vers quelque chose de plus en plus complexe, de plus en plus intriguant, de plus en plus haletant. Donc, je dirais qu'à partir du tome 5, il me semble que c'est 5 ou 6, ça part en vrille. Autant la mise en place est un petit peu longue, ça reste que c'était. Je sais pas si c'est des anciens webtoons, mais c'était fait en fait pour être comme par feuillet. Fait que c'est sûr qu'ils prennent un petit peu de temps à mettre les choses en place. Mais une fois qu'on est lancé, puis ça commence à être plus complexe, je vous dirais que l'histoire de. Et la jeune fille à l'école secondaire prend vraiment comme
c'est pas juste ça que c'est pas ce qui lui paraît. Ce qui lui paraît juste comme une petite histoire un peu légère. On est vraiment dans autre chose. Donc j'ai vraiment adoré ça. Fait que là, j'étais contente puisque je suis rendue à tome 9 et 10 en même temps. Parce que le tome 8 il remonte quand même à un moment pour moi. Alors, je ne vais pas vous lire les quatrièmes parce que c'est des tomes maison. Puis même là, je me rends compte que une couverture qui nous divulgage quelque chose. Mais bref, c'est ça que j'ai ici, que j'ai de la bibli. Et sinon, aujourd'hui, je suis allée chercher enfin ma réservation. Là, pour ceux qui sont en Europe, vous allez trouver ça comique parce que pour vous autres, c'est sorti depuis longtemps, mais nous autres, ici, ça vient tout juste de sortir. Alors, c'est la fameuse BD Le Dernier Quai de Nicolas Delestret chez Grand Angle. Et je vais vous lire, je crois, la quatrième parce qu'il me semble que je vous en avais parlé. Mais je ne sais pas si je vous avais lu la quatrième de couverture. Puis ça, sur Le Dernier Quai, je l'avais vu passer, je me souviens plus chez qui. Je ne sais pas si c'est chez Laura's Readings ou Rêve ta vie en lecteur ou Le Souffle des mots. C'est dans ces trois-là, potentiellement, il me semble que j'avais vu. Peut-être que ma mémoire n'est pas bonne. Mais bref, je lis la quatrième. Prêt pour l'ultime voyage? Vérifiez d'abord que tous vos souvenirs sont en règle. Les clients de cet hôtel ont un point commun. Ils viennent tous de mourir. Dans un rituel immuable, Émile, en hôte bienveillant, les accueille et les guide pour qu'ils puissent faire un point sur leur vie et trouver une forme de résilience. Quant à ceux qui ne parviennent pas à faire la paix avec eux-mêmes, ils connaissent un sort peu enviable. Tout est réglé comme une horloge à l'hôtel du Dernier Quai. Pourtant, un grain de sable va enrayer les engrenages. Cette fois, les nouveaux pensionnaires n'ont aucun souvenir de leur ancienne vie. Dès lors, comment les aider? Ça a l'air vraiment intéressant. Puis c'est ça, ça me faisait quand même un petit peu penser, je pense que je vous en avais parlé parce que ça parlait de, ça me faisait penser un peu à Under the Whispering Door de... Bon, ça, je vais montrer le terme. Est-ce que je peux montrer ça? Oui. Visuel. Le fameux Under the Whispering Door de T.J. Klune, on dirait que ça semblait être encore quelque chose comme ça avec des gens qui sont comme un peu en transition, ils viennent juste de mourir, puis c'est vers la... Ils s'en vont vers la mort. Une autre planche peut-être. Mais quand même, ça me disait bien. Alors voilà, je vous en parlerai quand je vais l'avoir lu. Et sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser parce que la luminosité est quand même pas super. Je vais essayer d'ajuster le tout pour que ce soit le moins agressant possible pour vous. Puis je vous tiens au courant de la suite de mes lectures. À tout de suite! Hey, bonjour! Alors, je vous prends en ce dimanche fin de journée avec un éclairage d'appoint que je pense qu'il sera pas si pire pour vous parler tout d'abord de la lecture que j'ai terminée finalement. Je suis en mode machine cette semaine. J'ai terminé le remuant Terra Nullius de Victor Guibert. Et ma foi, c'est, ben, j'en avais quand même déjà beaucoup parlé. Mais c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Donc, j'ai vraiment adoré ce tome-là. Je pense même préféré à Douve. Il y a vraiment une évolution des personnages. Si j'avais pas su qu'il y avait le plus récent qui vient de paraître, il y a également un plot twist à la fin qui fait en sorte que on se pose des questions pour la suite des choses. Et ça c'est tellement bien fait. Ça a été je pense que ce qui m'a marqué là-dedans, c'est vraiment l'évolution du personnage de l'inspecteur, dans le fond, Boloren. Puis le fait que ça se passe dans un bidonville, que ça mette en scène différentes strates de la société, que ça nous fasse dépasser les préjugés, que ça ait mettre de l'avant vraiment tout le côté faillible de l'âme humaine. Donc, je sais pas quoi d'autre à part ça. Personnage bien construit, intrigue extraordinairement bien ficelée, grande originalité du personnage principal, parce que c'est un peu un hybride poético-policier, comme je vous disais, là, qui fait un peu à la fois Vargas et Pendac en même temps, mais aussi mais qui aborde aussi sans tabou potentiellement la santé mentale, ce qui est un petit peu rare en fait dans les polars comme ça qui sont sombres. Habituellement, on a un enquêteur tourmenté qui va pas bien, puis qui a des dépendances, puis qui s'en fout un peu. Là, dans le deuxième, on rencontre un enquêteur un petit peu abîmé par la vie, mais il y a comme une grande candeur entre guillemets, mais il commence quand même un peu plus à en parler. Il y a également un bon
morceau de l'histoire qui est basé aussi sur la relation à un parent malade, parce qu'on se rappellera que l'inspecteur Bollorène va se ramasser où il est, c'est-à-dire près de l'enquête à Lille, parce que sa mère est atteinte d'Alzheimer et qu'il essaie de trouver une solution pour qu'elle ait un traitement pour que ça ralentisse peut-être la dégénérescence. Et ben voilà. Donc écoutez, ça a été vraiment un coup de cœur. Je sais pas trop comment vous dire ça. Je dirais que je pense encore une fois, et je suis d'accord là-dessus avec Triple Desmaigres, que c'est préférable de lire les Victor Guibert dans l'ordre de parution, donc Douve, ensuite Terra Nullius, puis enfin Brouillard, d'après ce que je peux voir, mais j'ai aucune idée si Brouillard se passe avant ou après les deux autres intrigues. Et puis bon, en même temps, Terra Nullius puis Douve pourrait se lire indépendamment, Terra Nullius pourrait se lire indépendamment, mais il y a quand même un peu une référence à une évolution du personnage. Donc c'est sûr que si ça vous dérange pas trop qu'il y ait des pans du personnage principal qui ne vous soient pas nécessairement clairement expliqués parce que vous n'avez pas toutes les données, ben pas de problème. En même temps, moi, ça faisait pas si longtemps que j'avais lu Douve, mais il y a des choses qui étaient un peu floues pour moi parce qu'on dirait que j'ai comme un peu payé Johnny Horst puis Victor Guibert, étrangement, c'est bizarre. Donc, il y a des choses que j'étais plus claire. Donc, c'est sûr que j'étais quand même, j'ai eu une petite misère un petit peu au début à retrouver un peu mes repères, mais une fois que c'était fait, ça s'est bien passé. Donc, j'imagine que quelqu'un qui n'a pas lu Douve peut quand même bien apprécier Terra Nullius. Puis, c'est sûr que si vous voulez accrocher à la plume de Victor Guibert, j'ai l'impression que Terra Nullius est plus un must pour accrocher à la plume de Victor Guibert. Bref, c'était vraiment un coup de cœur. Quelle belle découverte. Assez pour que je pense que j'aimerais ça les avoir dans ma bibliothèque, même si je les ai lus. C'est rare que je vais regarder des romans policiers à part dit la fille qui a plein d'Agatha Christie, mais c'est ça, c'est plus comme c'est plus vintage là, comme amour. Fait que, à part les Fred Vargas puis les Elisabeth George, j'en garde pas habituellement. Donc j'aurais peut-être envie de conserver des Victor Guibert dans ma bibliothèque. Puis ces deux-là, je les ai eus en livre audio puis en livre numérique. Donc je les ai même pas sous la main. Donc voilà, ça me donne un petit peu une idée de comment j'ai apprécié ça. Alors, ben voilà. Donc, voici cette lecture, encore une fois. Quelle belle découverte, quelle belle suite des choses. Une chance que j'ai décidé de lire ça cette semaine. Et sinon, ben, j'ai décidé d'enchaîner tout de suite avec une autre lecture. Ça va être un blog 100% vraiment policier. Donc, j'ai décidé d'enchaîner avec un livre qui est dans le PLL depuis super longtemps, qui est ce fameux Cozy Mystery Royal, qui est The Windsor Knot de S.J. Bennett. Cette édition-là est publiée chez William H. Morrow. Donc, ce qu'on va retrouver encore une fois, c'est une proposition de Cozy Mystery qui met en scène un personnage public. Donc, ça, j'ai toujours hâte et peur, surtout que là, on parle ici de Feu la reine Élisabeth II, puis que, veut pas, j'ai une certaine fascination pour la personne d'Élisabeth II. Peut-être pas son rôle, mais la personne puis la vie qu'elle a menée finalement par la force des choses. Donc, j'espère que ça va être bon. Mais j'ai commencé tout juste, je l'ai en livre audio aussi, puis jusqu'à maintenant, ça me semble intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la 4e de couverture de la version française, mais je vais mettre vite la couverture ici en français, mais que je trouve que ça a l'air affreux. Bien là, remarquez, c'est l'édition de poche, mais je trouve que ça a l'air complètement affreux en français. C'est terrible. Donc, essayer d'accrocher sur ce genre de couverture-là au cas, là. Parce que j'ai l'impression quand même que c'est bien fait. C'est juste qu'on dirait que la couverture francophone, je sais pas s'il essaie de faire Cozy Mystery léger, mais en tout cas, moi, ça, à part ne pas trop me donner envie de le lire, ça n'a pas vraiment fonctionné pour inciter à découvrir cette série-là. Mais je vous lis la 4e. Voilà. Alors, Windsor, printemps 2016. La reine Élisabeth II s'apprête à fêter ses 90 ans et attend avec impatience la visite du couple Obama, lorsqu'un pianiste russe est découvert pendu, presque nu, dans le placard de sa chambre au lendemain d'une soirée dansante au château. Les enquêteurs soupçonnent le personnel de la reine d'être impliqué, mais cette dernière est sûre qu'ils font fausse route. Alors, donc, ça va être l'hypothèse que, oui, Sa Majesté, la reine, va enquêter potentiellement. Après mon petit détour avec Sa Majesté la Reine comme une lectrice, le fameux délicieux opuscule d'Alan Bennett, si jamais vous ne l'avez jamais lu, The Uncommon Reader, et je crois que c'est La Reine des lectrices en français, où on justement mettait la reine dans un rôle qu'on n'a pas vraiment vu occuper, c'est-à-dire un rôle de lectrice. Elle était peut-être en privé, mais
pas nécessairement en public. Et dans celui-ci, dans le fond, on la met dans les souliers d'une enquêtrice. Et ben, je me suis dit pourquoi pas. Alors voilà, je l'ai commencé. Si tout va bien, j'aurai l'avoir terminé avant la fin du vlog demain parce que je suis en vacances. Puis c'est un roman qui fait 275 pages, donc ça devrait bien se lire. Et puis, je suis passée rapidement à la bibliothèque aujourd'hui et j'ai récupéré un prêt en bibliothèque que j'avais, c'est-à-dire un autre livre de Brian Selznick, donc Kaléidoscope. Voilà. En français, je pense que c'est publié chez Bayard. Je vais mettre la couverture. Et puis, ben, comme je vous disais, Brian Selznick, c'est celui que j'aime beaucoup, qui fait des narrations habituellement en double temporalité, hybride, narration littéraire et narration visuelle avec des parties seulement en dessin. Donc, je pensais que c'était un petit peu ça la prémisse pour celui-ci, mais on dirait que c'est moins... bon, la quatrième est quand même dessinée, mais à l'intérieur, ça a l'air d'être des courts chapitres avec seulement un dessin à l'entrée des chapitres. Mais je vous lis la quatrième. Pose l'œil sur ce kaléidoscope. Vas-y, n'aie pas peur. Tu apercevras peut-être un garçon. Il s'appelle James. Les gens pensent que James a disparu, mais ils se trompent. Si tu regardes dans ces fragments d'images, tu constateras qu'il est bien là. C'est un géant. C'est un chevalier. C'est un camarade de classe. C'est James, bien vivant, dans chacune de ses aventures. Est-ce que tu le vois, toi aussi? Donc, on est plus dans du jeunesse. On est dans une notion de ce que je peux comprendre de croire qu'on peut voir quelqu'un malgré peut-être un contexte, peut-être plus dans le fantaisiste. Donc, pourquoi pas? Je me suis dit, je ne m'attendais pas à ça, je pensais que ce serait comme les autres briques de Brian Selznick. Mais là, comme il y a plus de texte, peut-être que c'est bon que c'est ce format-là, donc pourquoi pas. Donc, celui-ci, peut-être que je vais découvrir éventuellement et dont je vous parlerai si jamais il devient ma lecture en cours. Alors, sur ce, comme j'ai encore une petite mine, c'est décidément la semaine des petites mines, je vais vous laisser. Je vais vous dire à tout bientôt. Techniquement, je vais revenir au moins une fois pour vous parler de The Windsor Knot. Ah, d'ailleurs, je voulais vous montrer que j'avais un signet que j'utilisais plus depuis un moment parce qu'il était mis dans un livre que j'ai en cours depuis super longtemps. Puis j'ai décidé de le ressortir parce que c'était cette lecture-là, parce que voilà, c'est la dame des lectrices. Je le trouvais très royal, donc je me suis dit pourquoi pas. Pour ceux qui veulent avoir l'information, c'est un signet qui vient d'accompagner Out of Print. Donc voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous reprends dès que je peux. Hey, bonjour! Alors, je reprends rapidement pour vous donner mon ressenti sur ma lecture que je viens tout juste de terminer, qui est le fameux The Windsor Knot de S.J. Bennett. Donc, je l'ai lu en version originale. En français, c'est Bal tragique à Windsor. Écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé cette proposition-là. Je ne pourrais pas vous dire beaucoup plus sur l'intrigue, mis à part le fait qu'en effet, comme pressenti, on va décider de faire jouer à la reine Élisabeth II un rôle d'enquêtrice. Mais ce qui est intéressant, c'est que la proposition est super crédible. Donc, je dis pas que la reine Élisabeth II, feu la reine Élisabeth II, était une enquêtrice dans sa propre cour, mais ça fonctionne. On sous-entend que potentiellement c'est quelque chose qu'elle a peut-être déjà fait. On fait interagir des personnages qui sont supposés être secondaires et qui s'avèrent être finalement des personnages super majeurs. Et il y a quand même un petit éditorial sur la place de la femme dans la société. Et là, on parle de quelque chose qui se passe en 2016, mais c'est sûr qu'au sein de l'institution de la monarchie, tout ce qui est préjugé potentiellement est quand même un petit peu encore là. Donc, la femme n'a peut-être pas toujours autant la place qu'elle pourrait avoir, c'est-à-dire la crédibilité qu'on pourrait lui donner. Parce qu'il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup de gens à ne pas froisser, tout ça. Donc, tout ça pour dire que j'ai adoré ça. J'ai trouvé que c'était un excellent amalgame entre des études des personnages un peu qui ont été faites, donc des personnages dans le sens ce qu'on sait potentiellement de feu la reine Élisabeth II, ce qu'on sait potentiellement de feu le prince Philippe, de leur tempérament,
Ça fait un peu penser à The Crown, mais on n'est pas non plus dans le commentaire éditorial. Il y a un bon petit ton un peu d'autodérision. En même temps, on sort pas tant que ça du personnage de la reine, dans le sens où, oui, il y a de l'autodérision, en même temps, c'est pas aussi caricatural que parfois ça peut l'être dans certaines adaptations de la vie de la royauté qu'il y a eu à la télévision ou au cinéma. Donc, c'est pour ça qu'on y croit. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et ça m'a vraiment fait penser. Ça fonctionne au point où je trouve que c'est avec la même efficacité que les propositions qui sont faites par Stéphanie Baron dans sa série qui sont les Jane Austen Mysteries, donc pendant laquelle elle propose justement l'idée que Jane Austen ait pu justement agir comme enquêtrice amateur pendant sa vie, parce qu'à l'époque, c'était pas si formel que ça. Donc, même si on n'est pas à la même époque du tout, on est quand même dans quelque chose qui est lié un peu aux traditions, puis on est avec justement la vivacité d'esprit de quelqu'un qui est un peu enfermé dans un rôle qu'elle n'a pas choisi. C'est un bel hommage à la femme derrière le rôle, sans nécessairement dénaturer potentiellement ce qui elle potentiellement était comme humain. C'était pas ni un dieu ni rien, c'était juste quelqu'un d'humain, mais avec son tempérament, avec ses forces, avec ses failles, avec le rôle qu'elle avait à jouer qui la liait pas mal, lui liait pas mal les mains parce qu'elle peut pas vraiment prendre position. Bref, j'ai vraiment adoré ça. Personnage secondaire intéressant également. Intrigue intéressante quand même. J'aime que je me suis pas trop retrouvée. On met un peu le lecteur dans la position d'assistant à la reine dans ses enquêtes, ce qui fait qu'on a quand même des indices. Fait que l'idée, c'est pas tant qu'on sait pas trop exactement qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a quand même des détails qui vont potentiellement nous manquer, comme dans un vrai bon whodunit, puis qu'à la fin, on fait comme « Ah! » Mais dans le fond, on n'aurait pas nécessairement pu y arriver à cette conclusion-là parce qu'il nous manquait certains éléments volontairement. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça, justement parce que, encore une fois, au-delà de la proposition, il y avait quand même une certaine, ça a été fouillé, on a vraiment fait un effort pour que ça ait l'air véridique en tant que tel, que ce soit crédible, puis je pense que c'est ce qui fait qu'on y croit aux personnages, puis qu'on a voulu les retrouver. Puis en effet, un deuxième tome, puis c'est clair que je vais lire la suite. Puis là, moi, j'ai quand même un billet dans le sens où le personnage d'Élisabeth II, comme je vous disais, c'est pas tant son rôle de reine que plus le personnage d'Élisabeth II elle-même, la personne d'Élisabeth II elle-même, qui m'a fascinée, peu importe. C'est pas que j'étais nécessairement d'accord avec tout ce qu'elle a fait, mais je trouvais que comme personne, puis le contexte qu'elle a eu, ça m'a toujours fasciné. Mais même si vous n'êtes pas nécessairement pro-royauté ou même si vous êtes contre la royauté, ça reste que on parle ici vraiment plus de l'humain derrière le rôle et de comment l'humain peut vivre envers et contre tous, mais en fait, avec le rôle, même si c'est pas un rôle qu'elle a choisi. Puis en fait, c'est vraiment une enquête, donc c'est super intéressant de voir comment le sens d'observation de la reine Élisabeth II est mis à profit. J'y ai vraiment cru, c'est vraiment intéressant. J'avais peur, comme je vous disais, absolument quand ça touche des personnages qui me fascinent déjà, des personnages-là qui me fascinent déjà, j'ai toujours un petit peu peur d'être déçue, puis ça se prend un peu à la légère, puis justement qu'on fasse pas cet effort-là de recherche puis de construction de personnages en phase avec ce qu'on peut connaître nécessairement de quelqu'un, tout en poussant une voie qu'on n'aurait pas nécessairement explorée, puisque dans ce cas-ci, bien entendu, on décide que la reine fait des enquêtes alors que c'est potentiellement pas la réalité. Mais ça s'insère tellement dans on dirait vraiment que ça a pu se passer. Donc, j'ai adoré ça. Alors, ben voilà, ça clôture ma semaine de polars qui ont été de différents genres. Potentiellement des cozy mystery, des romans de polar nordique. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre à part ça? Polar français. Et dans tous les cas, ben polar français peut-être pas, mais dans tous les cas, en fait, c'est des romans qui sont allés au-delà de qu'est-ce que je pensais. En fait, pas polar nordique, j'ai pas lu polar nordique. Non. C'est plus cozy mystery puis polar français. Puis c'était tous les cozy mystery que j'ai lus cette semaine, il y en a qui c'était des suites de séries et tout. Ce sont vraiment des tomes même dans les séries qui sont allés au-delà du contenu. Donc on a joué avec le contenu, on a joué avec la perception un peu réconfortante, puis ça peut avoir l'air un peu superficiel de l'extérieur. Puis on a amené le lecteur complètement ailleurs. Ça a donné comme ça. Donc, que ce soit avec Faith Martin, avec Alison Monclair, qui était la première fois que je découvrais cette série-là, ou même celui-là de Windsor Nut,
C'est vraiment pour moi intéressant parce que c'est comme quoi il ne faut pas s'arrêter nécessairement à soit des genres qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas pour nous ou à la perception qu'on peut avoir d'un roman en raison de plein de facteurs, là. Des fois, ça peut être même la couverture. Ça m'a vraiment fait plaisir comme semaine, puis je suis bien contente. Ça m'a fait du bien. Alors, sur ces bonnes paroles, ben voilà, on va clore ce vlog-ci. J'espère que ça vous a plu. Puis, ben écoutez, si jamais, je sais que les gens n'osent pas, mais n'hésitez pas à vous manifester en commentaire si ça vous dit. Est-ce que vous, ça vous est arrivé d'être surpris par un roman policier, pas dans le sens de l'intrigue, mais plutôt par un roman que vous aviez l'impression qu'il serait peut-être d'une certaine façon, puis qui a été complètement ailleurs, puis ça vous a surpris positivement? Allez-y, dites-moi ça en commentaire. Puis sinon, ben, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, ce serait bien apprécié, bien entendu, si ce que je fais vous plaît. Alors, toujours petit pouce en l'air, abonnement, surtout partage sur les réseaux pour que ça donne un peu plus de rayonnement à la chaîne. Et puis, ben, on va se dire à la prochaine!